Quand je venais ici, il n'y avait rien de structuré dans ce que je vais dire. Vous m'avez permis au moins de structurer ce que je vais dire. Parce que je pensais qu'on allait dialoguer, et effectivement, on va dialoguer. Je pense que c'est dans le dialogue qu'on peut toujours tirer quelque chose d'intéressant, plutôt que dans un monologue soporifique d'un professeur d'université qui peut prendre du plaisir à s'écouter soi-même. Il ne s'agit pas donc de revisiter l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui est très complexe, comme on l'a dit, qui est multidimensionnel, qui traverse même tous les temps. Je crois que des centaines d'années de discussion n'auraient pas suffi justement à épuiser son œuvre. Mais je crois qu'il est nécessaire, comme vous l'avez fait, Lamine, de chercher à corriger ce déséquilibre qu'il y a entre l'ampleur de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et le très peu de place qui lui est accordée dans les curricula d'éducation. Je voudrais vous féliciter justement pour ça. Je vais donc saisir certains points que vous avez développés ici, et juste pour dire que s'il y avait en fait cette éducation-là, cette formation, cet enseignement de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, très certainement, il n'y aurait pas des professeurs d'université et des étudiants qui auraient applaudi quelqu'un qui est venu dans l'université qui porte même le nom de Cheikh Anta Diop, leur dire que vous n'êtes pas entré dans l'histoire. Je crois que c'est un déséquilibre qu'il faut absolument corriger. Je disais donc que je vais saisir certains points que vous avez développés, parce que je considère pour moi qu'évoquer en fait le passé n'a de sens que si cela nous permet en fait d'éclairer d'une lumière singulière certains événements que nous vivons aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que tout ce que je vais dire va plus porter sur ce que l'on vit aujourd'hui que sur ce que Cheikh Anta Diop a déjà dit et que vous connaissez déjà tous. L'une des premières idées que j'ai retenues dans votre intervention, c'est l'unité culturelle, politique et économique de l'Afrique que Cheikh Anta Diop appelait de ses voeux. Je crois qu'il est nécessaire d'insister d'abord sur le ciment idéologique de cette unité dont parlait Cheikh Anta Diop, et ce ciment-là, c'est le panafricanisme. Je crois qu'il est important de signaler que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Le panafricanisme vient plutôt, en fait, de fils d'Afrique, mais qui ont été expatriés, c'est-à-dire donc des descendants d'esclaves, et on peut citer parmi cela William Dubois, Marcus Garvey, etc. etc. Qu'est-ce qui était, en fait, si vous voulez, les grandes lignes de cette idéologie-là panafricaniste? C'est de dire d'abord qu'il existe une personnalité qui est propre aux Africains et aux Africaines. La deuxième chose, c'est de dire que cette personnalité-là recelait des valeurs de sagesse, de sensibilité, de solidarité, d'entraide, qui étaient propres aussi aux Africains. Et la troisième chose, c'était de dire que l'Afrique est donc le berceau de la civilisation universelle. Et la quatrième idée, qui résultait de ces trois premières-là affirmées, c'était de dire qu'il fallait donc aller très vite vers un État fédéral africain. Alors ma question est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cet État fédéral africain qu'appelait de ses voeux Cheikh Anta. Si vous vous souvenez, en 2002, il y a eu le passage de l'unité africaine vers l'Union africaine au sommet de Paris. Cela veut dire quoi? Qu'on dépassait en fait la simple unité où il s'agissait de conserver, tout en étant dans une unité, toutes les parcelles de pouvoir qui étaient héritées de la décolonisation. L'Union africaine voulait donc faire un dépassement. En faisant quoi? En créant un mécanisme régional d'intégration qui était à la fois le cerveau et aussi l'outil de cette intégration-là régionale. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On a très vite créé, comme je vous ai dit, donc des mécanismes quelquefois plagiés sur le modèle d'ailleurs de l'Union européenne, Commission de l'Union africaine, Conseil pour la paix, Parlement africain. Et là, on a nommé quelqu'un, Alpha Oumar Konaré, qui, il faut le dire, avait un profil qui correspondait très bien à la tâche qui lui était confiée. Parce qu'il a été militant, étudiant, panafricaniste et militant politique du G8. Pour certains chefs d'État africains, notamment ceux qui étaient les porteurs du NEPAD, vous vous souvenez, Abdoulaye, Abdoulaye Wade, Bouteflika et Obasanjo, qui étaient invités au G8 au même titre qu'Alpha Oumar Konaré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Oumar Konaré a été interpellé par un de ces chefs d'État que vous connaissez bien, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de Sénégalais dans la salle, qui lui disait: mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a invité? Et à quel titre vous êtes là?
C'est un exemple qui est extrêmement important. Parce que c'est symptomatique d'une chose. C'est que nos élites politiques et intellectuels ne savent pas partager le pouvoir. Or donc, comme disait Senghor, le processus d'intégration africaine appelait non seulement le partage des pouvoirs, mais aussi la cession des parcelles de souveraineté que nous avons héritées de ces petits États-là fragiles. Mais justement, lorsqu'on est si jaloux de ces compétences, de ces pouvoirs-là que nous avons hérités de la décolonisation, il faut dire que le frein à l'intégration africaine n'est ni en fait dans l'absence d'un passé glorieux que Cheikh a savamment démontré, ni dans l'existence d'un fondement culturel qui doit motiver cette intégration-là africaine. Le frein est plutôt à chercher dans les égos surdimensionnés d'un chef d'État. C'est ça la réalité. Et en 2012, je me souviens, en juillet, à la veille du sommet de l'Union africaine, j'avais fait une interview avec un journaliste de la BBC qui me demandait si la lutte féroce qu'il y avait entre un candidat de l'Afrique francophone et un candidat de l'Afrique anglophone pour occuper le poste de président de la Commission de l'Union africaine n'était pas en fait une conséquence de la faiblesse de l'Union africaine. Je lui disais qu'il faut plutôt inverser la question. C'est plutôt la cause de la faiblesse de l'Union africaine. Parce qu'une institution, quelle qu'elle soit, ne peut pas être responsable de la cupidité et de l'égocentrisme de ceux qui sont chargés d'assurer son animation. C'est comme si dans un concert, vous jouez la guitare et que vous accusez les cordes de votre guitare. Non, c'est vous qui jouez mal. Et les institutions, c'est comme les instruments. Ils ne veulent que par la dextérité des mains et des consciences qui les mènent. Je m'avais donc passé très rapidement au deuxième point que vous avez souligné, qui était l'afrocentrisme. L'afrocentricité, disait d'ailleurs un des disciples de Cheikh Assane. C'était quoi l'idée de l'afrocentrisme? C'était d'apporter en fait une réponse, une sorte, si vous voulez, de mécanismes théoriques symétriques à une idée qui s'est développée en dehors de l'Afrique, qui était l'eurocentrisme. Et qui consistait à quoi? Ce que vous avez dit tout à l'heure. Hegel qui disait que les Africains n'ont jamais été en fait créateurs d'un fait historique. Ils n'ont jamais participé à l'histoire. On ne leur connaît aucun acte de civilisation. Et il divisait d'ailleurs l'Afrique en trois. L'Afrique septentrionale qui devait très vite aller vers l'Europe, l'Égypte qui devrait être indépendante, et le reste c'était pour lui l'Afrique. L'Afrique c'était quoi? Les Noirs. Et que les Noirs, ils n'ont jamais créé quelque chose qui puisse être considéré comme étant significatif dans la civilisation. Et pour donner, si vous voulez, une sorte de caution, de légitimité à cette thèse-là philosophique développée par Hegel, il y a Gobineau qui lui disait que les Africains avaient une intelligence inférieure en jouant même, si vous voulez, sur les dimensions du cerveau. Okay? C'est comme s'il avait en fait des compétences pour parler en fait de l'intelligence qui était non seulement, qui était non pas liée au cerveau, mais qui était aussi lié au tissu cervical pour parler comme un filmé, qui a été d'ailleurs un des premiers à lui répondre en produisant un ouvrage aussi symétrique qui s'appelait de l'inégalité des races pour répondre à l'égalité des races pour parler de l'inégalité, pour répondre à l'inégalité des races diffusée par d'autres. Donc cet afrocentrisme-là me semble extrêmement important. Et la question que je me pose toujours à la lumière des événements que nous vivons, c'est est-ce qu'il ne faut pas, en fait, procéder à une sorte de réveil idéologique qui puisse dans les fondements de cet afrocentrisme aujourd'hui non seulement en fait une remise en cause en fait de notre souveraineté nationale, mais qui est même une négation de nos compétences. C'est quoi l'actualité aujourd'hui au Sénégal? C'est un chef d'État qui dirige une délégation pour aller à Paris rencontrer des fonctionnaires pour négocier un prêt. Ça, c'est une négation des compétences africaines. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, prétexte en fait irréversible pour dire aux Africains que vous n'avez pas à décider vous-même de façon authentique et souveraine d'une politique, c'est justement ça. C'est leur dire que des fonctionnaires de ces institutions internationales sont capables de penser pour vous, de déterminer les finalités, de vous donner les moyens, de déterminer aussi les objectifs, mais de déterminer même le rythme de progression. Et je me demande si aujourd'hui, en fait, il ne faut pas aller chercher quelque chose dans cet afrocentrisme-là dont vous parlez, une sorte de réveil idéologique qui puisse nous rendre un peu fiers et nous restituer cette dignité rappelée de ces mots, Cheikh Anta. Et sachez qu'en parlant d'afrocentrisme, Cheikh Anta Diop n'a jamais cherché un enfermement. Hein? Non. L'ouverture et l'enracinement dont parlait Senghor étaient très présentes aussi bien dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop que dans sa pratique de tous les jours.
Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je pense qu'il faut plutôt chercher à rapprocher en fait de ces deux hommes-là, qui ont tous les deux en fait participé à l'édification du monde noir, qui ont cherché, si vous voulez, à restaurer à l'Africain, aux Africains leur dignité. Parce que autant Senghor disait que l'humanisme du XXe siècle s'appauvrirait s'il y manquait une seule valeur, un seul peuple d'une seule race. Autant Cheikh répondait que moi, c'est par hasard que j'ai découvert l'Égypte dans mes recherches. Mon activité n'est pas une activité passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité reste tournée vers l'avenir. Et ce passé, je vais déblayer tout simplement pour rendre possible l'édification de corps de sciences humaines. Je crois que là, il y a peut-être quelque chose en commun, qui dans une sorte de convergence positive pour les vérifier. C'est le Cheikh. Et je passe maintenant au troisième point que vous avez développé, qui est son engagement politique. Vous savez, quand Cheikh s'engageait en politique, dans Bara et là, beaucoup de ses amis étaient réticents. Et lui disaient en fait que toute la rigueur scientifique que vous avez développée risquait de se perdre dans les méandres d'une activité politique qui ne considère pas la probité morale comme étant une qualité. Et Cheikh leur répondait ceci, que c'est possible de transférer dans le champ politique la même rigueur, la même éthique, les mêmes valeurs morales qui sont même les fondements de mon action scientifique. Et il disait que pour cela, il fallait juste être nationaliste. Et le nationalisme, comment il le décrivait? C'était, disait-il, la croyance et la promotion de valeurs authentiquement africaines. Vous voyez donc que même dans son engagement politique, c'est l'idéal scientifique qui poursuivait encore Cheikh Anta Diop. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que nos élites politiques et intellectuelles ont fait de l'éthique politique qu'appelée de ses voeux Cheikh Anta Diop? Parce qu'au moment de Cheikh, et aujourd'hui encore, nous vivons dans une sorte de vie politique où en fait le trait commun en Afrique, c'est quoi? C'est l'Afrique, c'est le néopatrimonialisme. C'est-à-dire quoi? La promotion de la corruption, la promotion de la concussion. Or, Cheikh disait que son engagement politique à lui, c'était quoi? C'est que l'homme politique ne devait pas mentir, l'homme politique ne devait pas tuer, l'homme politique ne devait pas corrompre, l'homme politique ne devait pas être corrompu. C'est extraordinaire quand même. C'est contre toutes ces valeurs-là que l'on fait la politique en réalité en Afrique. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si dans ce contexte-là, Cheikh pouvait réussir en politique. Est-ce que son échec relatif politique ne résulte pas justement de cette incapacité qu'il avait à rentrer dans le moule des politiciens? Et dans le pays de Cheikh, l'Afrique néopatrimoniale a des, si vous voulez, des relents qui sont très particuliers au Sénégal. Pourquoi? Parce que là-bas, le prince politique, comme on l'appelle, le chef d'État, dans sa dynamique d'élargir son pouvoir au-delà de la parenté, fait recours en fait à des moyens d'allégeance qui l'amènent, si vous voulez, à collaborer avec certains cercles très influents du pouvoir qu'on appelle les marabouts. Okay? Les marabouts, pour vous accommoder raisonnablement, ce qui ne les connaissent. Les marabouts en Afrique, ce sont les chefs religieux qui tirent leur légitimité de l'islam. Okay? Donc, si vous êtes dans un pays où il y a 95% de musulmans, 3% de catholiques et 100% de syncrétistes. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas rare de rencontrer là-bas un imam qui dirige la prière, mais qui a autant de gris-gris qu'un lutteur traditionnel. Et pour moi, ça c'est très bien. C'est excellent, parce que c'est une source inépuisable de tolérance. Est-ce que Cheikh pouvait réussir en faisant autant de compromissions avec ces cercles influents-là que sont les marabouts? C'est une question qu'il faut se poser. Vous voyez finalement que mon intervention pose plus de questions. Elle n'apporte de réponses, mais c'est fait exprès parce que, comme me disait mon vieux professeur de droit international comparé à Bordeaux, les professeurs d'université sont payés pour poser de bonnes questions. S'ils commencent à apporter de bonnes réponses, c'est que c'est le moment pour eux de changer de niveau. Ça me fait penser à un ami que nous avons tous en commun, Cisco, qui est maintenant rentré au Sénégal et qui me disait, voilà, tu ne fais que poser des questions, donc tu n'es pas scientifique, tu n'apportes jamais de réponses. Et puis un jour, en fait, il magasinait pour acheter en fait un ordinateur. On était rentré à Best Buy et il avait trouvé un ordinateur à $700. Ça on rigole. On en est sorti et puis on est rentré
Future Shop, il a trouvé le même ordinateur à 600 $. Il me dit, mais tiens, tu vois, je vais faire une économie de 100 $, c'est extraordinaire. Il me disait, mais Cisco, attends, il y a une question. J'ai à Best Buy, l'ordinateur coûtait 700 $, mais avec l'installation comprise. Alors qu'à Future Shop, l'ordinateur coûte 600 $, mais si tu achètes le CD d'installation à 100 $, ça revient à 700 $. C'est incroyable, pourquoi tu te poses toutes ces questions? Je disais, mais je n'avais pas fini de poser les questions, parce que c'est plus que tu l'achètes à Best Buy ou que tu l'achètes à Future Shop, l'argent va aller dans les caisses du même propriétaire, parce que Best Buy a racheté le Future Shop. C'est pour garder, en fait, dans la conscience, dans la psychologie du consommateur, une distinction des deux enseignes. On les a maintenus ici séparés. Je vous disais donc que tu es victime en fait de la société de consommation produite par le projet capitaliste et dans les médias. Le marketing et la publicité sont les libérations sociaux. C'est ce qui permet en fait d'entraîner la digestion. Je vous avais donc promis d'être assez bref pour pouvoir dialoguer avec vous. Je ne sais pas si j'ai été long, mais je l'ai fait. Je crois que vous n'aurez aucune peine à me suffiser au nom de cette même passion qu'est l'Afrique et que nous partageons. Donc, par ricochet, il y a certaines questions, il faut dire ça sur le coup. On va essayer de les regrouper et Diaka va amener des complémentaires. Je pense que l'action qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas une action d'idolâtrie et aussi, ce n'est pas une action de montrer, quand on dit Cheikh Anta, c'est un homme d'exception, ce n'est pas la façon restrictive qu'il faut voir. On veut voir les qualités que cet homme présentait. Cheikh Anta Diop a refusé complètement la corruption. L'élément, nous tous dans cette salle-là, je pense qu'on a des éléments qu'on reproche à nos États, à nos autorités étatiques, c'est qu'il y a mal gouvernance, à commencer par la corruption. Cheikh Anta a complètement refusé ça. Cet élément seulement lui fait un homme d'exception. Dans son temps où on pouvait avoir facilement, Senghor lui a proposé toute forme de poste, mais il a toujours refusé. Par exemple, pour les gars qui l'ont quitté, Anadi,